Bonsoir à tous et toutes pour donc cette rencontre-discussion avec Justine Brabant, qui est journaliste, chercheuse indépendante et qui vient de publier un livre aux éditions de la Découverte. Celui-là, qui s'appelle donc « Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira », avec les combattants du Kivu. Donc on reviendra évidemment sur le contexte de ce livre. Rapidement, donc Justine est journaliste à Arrêt-sur-Image. Elle n'est pas que journaliste à Arrêt-sur-Image, elle est aussi chercheuse indépendante et elle a beaucoup travaillé sur la République démocratique du Congo et en particulier sur les Kivu, à tenter d'éclairer les logiques des combattants, les logiques de violence. Avant ce livre-là qui est sorti il y a maintenant quelques mois, elle avait publié en collaboration avec un chercheur, Christophe Vogel, un travail remarquablement intéressant sur la perception des organisations humanitaires par les combattants congolais des Kivu, sur laquelle j'imagine qu'elle reviendra un petit peu aussi. Voilà, pour nous l'occasion était belle d'organiser cette conférence, parce qu'on a, comme chacun le sait ici, une histoire longue avec l'Est du Congo. Que nous aussi on est pris à essayer de déchiffrer ces logiques de violence, qu'un certain nombre des éclairages de Justine nous semblent, en tout cas à nous là, au Crash, après avoir lu ce livre, assez éclairant pour comprendre un petit peu ce qui se joue dans la région. Il se trouve que Ronnie Broman, donc également membre du Crash, a fait la préface de ce livre. Alors il en profite pour revenir sur l'histoire longue du conflit et puis un petit peu sur l'histoire de MSF dans la région. Il y a un certain nombre de correspondances entre ce que Ronnie écrit dans sa préface et le contenu du livre. Là aussi, je pense qu'on pourra y revenir à la suite. Comme pour l'ensemble des conférences du Crash, je vais laisser la parole à Justine pendant un temps certain, une demi-heure ou un peu plus, et puis je vous propose après de poursuivre les échanges sous forme de questions-réponses. Et puis voilà, en tout cas merci beaucoup Justine d'être venue, c'est une belle occasion de parler du Congo avec vous. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'être venu tardivement parler d'un sujet pas évident. Alors bon, sur ma présentation, tu m'avais plus ou moins proposé d'évoquer d'abord pourquoi ce travail, pourquoi le Congo, pourquoi la forme du livre, de revenir un peu sur qui sont les combattants, très, très génériquement, ce qu'ils recherchent, quelles sont leurs relations avec les civils. Alors je vais essayer d'englober tout ça en essayant de pas trop vous embrouiller en une demi-heure à peu près. Mais bien sûr, s'il y a des points qui vous intéressent plus que d'autres là-dedans, il faudra me le signaler. S'il y a des choses qui sont des évidences pour tout le monde, il faudra me le dire. Je ne mesure pas forcément la proportion des gens qui sont familiers des Kivu dans l'auditoire ou pas. Donc je vais essayer d'être quand même à peu près pédagogique. Mais si jamais il y a des évidences, faites-moi signe d'accélérer. Alors pourquoi ce travail? D'abord peut-être pourquoi le Congo. En fait ce qui est amusant si je peux dire, c'est que j'ai l'impression a posteriori de m'être intéressée au Congo un peu pour de mauvaises raisons. À savoir que ma première rencontre entre guillemets avec ce qui se passait dans ce pays, c'était à peu près au milieu des années 2000, et j'étais tombée sur un éditorial d'un journaliste américain qui s'appelle Nicolas Christophe, qui est un journaliste qui s'est beaucoup baladé à travers le monde, qui se définit comme reporter de guerre, et qui à l'époque avait fait un éditorial dans le New York Times en expliquant, on connaît tous ce qui s'est passé durant la Shoah. On pense tous que si on avait vécu à cette époque-là, on aurait fait quelque chose pour l'empêcher. Et pourtant, vous ne le savez pas, on ne vous informe pas assez là-dessus. Mais aujourd'hui, dans le monde, il y a une guerre qui a fait plus de morts que la Shoah. Et vous l'ignorez, et nous ne faisons rien. Il parlait de la guerre au Congo. À l'époque, il écrivait qu'il y avait eu 7 millions de morts à cause de ce conflit qui dure donc qui n'a pas connu de pause depuis 1996. Alors,
en fait, j'ai compris a posteriori que, notamment, la question des 7 millions de morts, elle était mal posée et que c'était un chiffre très contestable. Mais en tout cas, c'est ce qui m'avait, à l'époque, fait me dire que, oui, c'était étonnant. J'étais déjà un petit peu journaliste. J'avais un peu des prétentions de savoir ce qui se passait, enfin, d'être un tout petit peu informée sur ce qui se passait à travers le monde. Et 7 millions de morts qui m'étaient passés jusque-là un peu sous le radar, ça me paraissait complètement fou. Donc ça, c'est un petit peu comment j'ai le doigt dans l'engrenage du Congo, c'est une première chose. Après, il faut dissocier bien sûr avec les opportunités qui ont fait que j'ai pu m'y rendre très concrètement et y travailler très concrètement, parce que parfois on a des centres d'intérêt mais on n'a jamais l'opportunité de les creuser. Alors il se trouve que j'ai eu en fait d'abord l'occasion d'aller en RDC j'ai fait un master, parce que comme je suis très jeune en fait, quand j'ai terminé mes études, ça s'appelait déjà Master 1 et Master 2. Donc j'ai fait un master d'analyse des conflits et construction de la paix, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'IEP de Lille. Et en fin d'année, il fallait faire un stage à l'étranger. Donc j'ai fait ce stage dans une organisation dont je parle un peu dans le livre, qui s'appelle le Life and Peace Institute, qui est basé à Uppsala, et qui se veut une ONG de transformation des conflits. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est ces histoires un peu de ménonites là, américains, qui estiment qu'il faut construire la paix par le bas, accompagner les communautés dans un dialogue, tout ça. Bon, ça c'était pas forcément trop à l'origine ma cam, mais il se trouvait que pour appuyer ce travail-là qui faisait de médiation un peu au niveau très local, ils employaient régulièrement des chercheurs et des chercheuses qui laissaient travailler pendant 6 mois. En l'occurrence, moi j'ai travaillé pendant 6 mois sur des sujets assez précis et qui laissaient relativement libres de leurs mouvements et de leurs recherches. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler pendant 6 mois sur l'épineux problème de la transhumance bovine au Sud Kivu. Transhumance bovine donc parce que il y a au Sud Kivu un certain nombre de vaches, il y a de gros troupeaux qui annuellement descendent des hauts plateaux de Minembwe jusque sur les bords du lac Tanganyika pour aller trouver de l'herbe là où elle est encore fraîche et broutable. Et en fait, sous ces apparences anodines, cet événement-là alimente beaucoup le conflit, notamment à niveau local, parce qu'il y a toujours des frictions entre les éleveurs et les bergers de ces vaches et les paysans dont les récoltes sont parfois abîmées, broutées dans des champs. Donc ça a un air très anodin comme ça, mais c'est un des vrais ressorts du conflit au Sud Kivu. Donc j'ai travaillé là-dessus, et en travaillant là-dessus, j'ai eu mes premiers contacts avec des combattants et des membres de groupes armés. Parce qu'il se trouve que les groupes, notamment les groupes qu'on appelle Mai-Mai, c'est-à-dire des groupes d'autodéfense très locaux, sont très régulièrement impliqués dans des vols de vaches et de bétail. C'est une de leurs sources principales de liquidité et de ressources monétaires. Donc je suis rentrée par là dans le sujet des groupes armés, c'est-à-dire de manière très tangente. Je suis ensuite retournée au Congo un peu plus tard, cette fois dans le cadre d'un mémoire de recherche, parce que j'ai fait un petit peu de recherche universitaire au niveau de Paris 1, du master d'études africaines de Paris 1. Donc là, j'étais 3 mois et j'ai travaillé sur les alliances entre groupes armés. On dit beaucoup concernant le Congo que ce qui est compliqué, ce qui est difficilement lisible, ce sont les alliances entre ces groupes armés. On en dénombre entre 50 et 70 actuellement, des groupes armés au nord et sud Kivu. 70 si on est vraiment très précis dans les subdivisions du tel colonel qui a fait sécession, 50 si on essaie d'être un peu plus large, mais un des casse-têtes des chargés de sécurité humanitaire que j'ai pu rencontrer, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ils s'alliaient avec leur adversaire de la veille ou du lendemain, enfin voilà. Donc j'en ai fait un mémoire de recherche. Et puis mon 3e séjour, tu en as un peu parlé, c'était dans le cadre de cette recherche pour INSO, c'est-à-dire le International NGO Safety Organization, qui en fait nous avait demandé avec Christophe Vogel, qui est un chercheur, un doctorant allemand, sur le Congo, d'essayer de comprendre quelle était la perception par les groupes armés des acteurs humanitaires. Donc pendant 3 mois, là encore, je suis allée voir une quinzaine de groupes armés différents pour essayer de comprendre comment ils voyaient ces humanitaires qui venaient travailler chez eux. Voilà donc pour les circonstances qui m'ont amené là-bas. Ce livre, finalement, c'est les résultats de ces 3 enquêtes de terrain, donc ça fait 1 an en tout passé sur place.
je l'ai fait parce que j'ai eu le sentiment qu'à l'issue de ces 3 séjours, j'avais fait des petits rapports, soit destinés à la fac, soit à des organisations un peu pointues qui les ont pas fait circuler très largement. Et je me suis dit que, ayant quand même une masse critique d'entretien avec des groupes armés, d'observations qui n'avaient pas forcément été menées par beaucoup d'autres personnes, il y avait peut-être de quoi en faire quelque chose de plus grand public, de plus pédagogique. Et pourquoi j'avais cette envie-là ? Parce que j'avais l'impression, dans ce que j'avais lu jusqu'à présent, et notamment dans la presse, sur le conflit, il y avait des questions assez simples auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Alors, je ne sais pas si c'est aussi votre sentiment en tant que lecteur éclairé de la presse, mais tout simplement les questions de savoir pourquoi ces combattants, qui ils sont, pourquoi ils ont pris les armes il y a 20 ans, pourquoi ils sont pour certains toujours en guerre alors que ça fait 20 ans, quels sont leurs parcours, quel était le métier de leurs parents, enfin je ne sais pas, des questions très basiques dont je n'avais pas l'impression de trouver des réponses. J'avais l'impression que la presse abordait, je ne veux pas faire de grandes généralités sur les médias, mais globalement dans la presse française, disons, sur ces 15 dernières années, il y avait 3 angles principaux d'approche du conflit au Congo, qui étaient les violences sexuelles, les minerais et un petit peu plus ponctuellement les enfants soldats, la question des minerais de sang et les enfants soldats, ce qui sont effectivement des questions très importantes concernant le Congo, mais qui permettent pas en fait de comprendre ce conflit et pourquoi il dure depuis autant de temps. Un exemple qui m'avait vraiment frappé de traitement médiatique un peu problématique du conflit au Congo, c'était une tribune dont je parle dans le livre, qui est signée en 2012 par une masse de gens tout à fait hétéroclites et intéressantes, qui allaient de Yamina Benguigui à Jacques Chirac, en passant par Valérie Trierweiler, qui avait donc, avec Claude, je vois aussi Claude Lanzmann, j'avais oublié, qui avait signé une tribune qui s'appelait, dans Le Monde, qui s'appelait « Au Kivu, on viole et on massacre dans le silence ». Et en fait, l'objet de cette tribune était d'expliquer qu'avec l'eau, le soleil et les terres fertiles qu'il y a sur place, le Kivu aurait tout pour vivre heureux, je cite. Hélas pour lui, son sous-sol regorge de matières premières. Donc sous-entendu, le problème du Congo, ce sont ces fameuses richesses. Ce qui me posait un premier problème, parce que si on raisonne comme ça veut dire que tous les pays du monde où il y a un sous-sol qui regorge de matières premières, on y trouve une guerre sans fin, ce qui n'est pas le cas. Et donc le seul élément d'analyse sur qui étaient ces combattants, c'était la phrase suivante: « Attirés par ces richesses faciles, des bandes de mercenaires et de pillards de toutes sortes écument le territoire depuis des décennies et martyrisent les populations. » Ce qui me paraissait un peu court, donc encore une fois, ayant eu l'occasion progressive d'y passer du temps, je me suis dit que c'était bien aussi de faire des choses un peu grand public pour expliquer aux gens qui peut-être n'avaient eu connaissance du Congo qu'à travers ce type de description et de tribune, ce que moi j'y avais constaté. Sur le deuxième point qui est les combattants, qui sont-ils ? C'est la question telle que tu m'as formulée, merci, c'est un exercice très simple d'y répondre de manière aussi brève, mais je vais essayer de vous en dire quelques mots. Alors, en fait, ce qui m'a paru à l'issue de ces enquêtes, donc avec, en tout, je suis revenue de tous ces séjours avec à peu près 280 entretiens, pas tous exclusivement des combattants, et aussi donc des autorités, des choses comme ça. Ce qui est ressorti d'abord, c'était en fait la nécessité de raisonner en termes de génération, de ne pas faire des combattants un groupe homogène, mais je pense réellement que les gens qui se sont engagés en 96 dans ce qu'on a appelé la première guerre du Congo n'avaient pas les mêmes motivations que ceux qui s'y sont engagés 3 ans plus tard et que ceux qui s'y engagent toujours maintenant. Alors pour les plus âgés, ce qui apparaît assez nettement, c'est le sentiment d'invasion venue de l'étranger, du Rwanda en particulier, et la nécessité de se protéger face à ces invasions. Alors, exemple typique de ce profil de combattant, c'est celui de Zabouloni, que vous voyez ici au milieu, entouré de certains de ses fils. Alors, et en fait, les galons qu'il a aux épaulettes, les galons rouges, ce sont des galons de général Mai Mai. Et les jaunes qui sont sur les épaules de ses fils,
qui lui appartiennent à lui, ce sont des galons de colonel dans les forces armées régulières. Et ça, c'est un élément sur lequel on reviendra éventuellement. Mais c'est quelque chose de tout à fait frappant chez les combattants du Congo. C'est qu'ils passent beaucoup de temps en aller-retour entre la rébellion, ce qu'on appelle la rébellion, ou en tout cas le fait d'être combattant irrégulier, et l'intégration des forces armées congolaises régulières. Et c'est un facteur de perpétuation du conflit, mais on y reviendra peut-être plus tard. Donc Mzeza Boloni, pourquoi il est entré en guerre ? Parce qu'en fait, en 96, il était donc dans cet est congolais. Lui, il habite pas très loin de Uvira, si certains ont un peu la carte en tête. Et donc, au milieu des années 90, il voit arriver d'abord des réfugiés venus du Rwanda, puisque le conflit au Congo est d'abord une secousse, je ne sais pas comment il faut dire, de ce qui s'est passé du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Donc il voit arriver des réfugiés de Rwanda, parmi lesquels d'anciens génocidaires, et puis ensuite ceux qui poursuivent les anciens génocidaires, c'est-à-dire les forces du gouvernement de Paul Kagame, qui veulent terminer le travail et se débarrasser des anciens génocidaires. Et il prend les armes. Et pourquoi lui prend les armes en particulier ? C'est parce que les gens de son village lui demandent, parce qu'il a une certaine expérience, il avait déjà combattu au cours d'une guerre encore précédente, qui était la guerre autour des indépendances des années 60. Et en fait, je vous le dis, alors ça paraît compliqué, on revient encore sur un conflit précédent, mais c'est parce que ça concerne en fait tout simplement beaucoup de ces chefs de guerre qui ont pris les armes d'abord en 96. C'était des gens qui avaient déjà été formés par des guerres antérieures, qui parfois n'avaient pas du tout les mêmes ressorts, mais tout simplement dans un moment un peu de crise comme ça, où les gens dans le village voient très concrètement arriver des personnes qu'ils identifient comme des envahisseurs étrangers. Et ils demandent en premier lieu à ceux qui ont une certaine expérience d'organiser des petites patrouilles de défense locale, d'organiser des milices Maï-Maï. C'est comme ça que ça se passe dans un certain nombre de cas. C'est pour ça aussi, c'est à partir de cette expérience du milieu des années 90 qu'on a la naissance de groupes Maï-Maï alors là on voit pas, je sais pas si je peux zoomer, mais qui se considèrent, pas du tout, qui se considèrent comme des boucliers de la RDC. C'est en fait ce qui est écrit sur la peinture qu'on voit sur le mur. Pour ceux ou celles qui connaissent l'endroit, ça c'est à Fizi, donc au sud du Sud Kivu. C'est en fait, donc ce sont tous ces groupes d'autodéfense qui prennent les armes au milieu des années 90 et qui en fait se vivent comme un bouclier du Congo à une époque où en plus l'armée régulière n'est pas en mesure d'accéder à l'est du Congo et de défendre le territoire face aux invasions venues du Rwanda. Les gens qui prennent les armes à cette époque-là, c'est aussi ceux qui ont le plus à perdre, et c'est là qu'on revient à la question de la transhumance, c'est-à-dire notamment beaucoup dans la plaine de la Ruzizi, des éleveurs. Des éleveurs qui ont tout leur cheptel dans la plaine. La plaine, c'est l'endroit frontière, encore une fois, avec le Rwanda et une partie du Burundi. Et ces flots de réfugiés, de gens souvent armés qui arrivent, pour subsister, la première chose qu'ils vont faire, c'est voler du bétail. Et donc les éleveurs de la plaine ont beaucoup à perdre, beaucoup s'engagent eux aussi dans la voie des armes, et c'est notamment le cas d'un personnage que j'évoque dans le livre, qui s'appelle Abdou, qui est un berger qui est devenu en fait en quelques mois colonel chez les Maï-Maï, parce que il commence par jeter des pierres face à ces gens qui viennent voler ses vaches. Ensuite, il lance des flèches, et puis des jeunes du village se joignent à lui. Et puis, en fait, en quelques mois et puis en quelques années, il devient un chef de guerre qui est maintenant en guerre depuis 15 ans. Donc, la question de la transhumance. Ça, je vous disais que c'était important de distinguer les générations. C'est, à mon avis, en résumé à très gros traits, pourquoi les gens s'engagent au milieu des années 90. Une autre question qui me vient rapidement quand je vais interroger ces combattants, c'est bon, très bien, c'était dans les années 90, pourquoi les gens continuent de s'y engager maintenant ? Alors que le conflit a duré depuis 20 ans, on a vu les conséquences qu'il avait, les conséquences sanitaires, les conséquences humanitaires, pourquoi les gens continuent de s'y engager sachant que c'est si difficile, et pourquoi ils continuent de s'y engager sachant que quand même sur le terrain les choses ont un peu changé, on n'a plus ces grandes invasions, ou en tout cas perçues comme telles par les Congolais venus du Rwanda, on a
des conflits qui en fait ressemblent plutôt à des îlots de pouvoir maîtrisés par des chefs de guerre, donc qui sont vraiment des îlots d'influence. Et en marge de ces îlots, il y a des affrontements sporadiques avec le groupe armé du village d'à côté. Mais donc il n'y a plus vraiment une grande menace qui pèse sur eux. Donc pourquoi est-ce qu'ils continuent de s'engager dans l'armée? Et là, c'est en fait le fils de Mzee Zabuloni, que vous avez vu tout à l'heure avec les galons, qui est Fujo, qui est ici sur la gauche, à droite avec un autre de ses frères, qui en fait va me fournir des éléments d'explication. Donc là, je l'ai rencontré en fait dans son... Ça, c'est ses combattants. Je l'ai rencontré dans son camp qui se trouve dans les moyens plateaux de Uvira. Et en rencontrant en fait Fujo dans les moyens plateaux, il m'explique plusieurs choses. Il m'explique déjà quelque chose de très simple, qui est la question de la vengeance. En fait, il m'explique avoir vu 7 de ses frères tués au combat pendant les 15 dernières années. Donc, bon, quand on a vu 7 de ses frères tués, je pense qu'il n'y a pas forcément non plus à réfléchir pendant des milliards d'années pour avoir envie de prendre les armes et de se venger. Et il m'explique autre chose, qui est en fait son insatisfaction par rapport au traitement qui est réservé à des gens comme lui au sein de l'armée congolaise. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des allers-retours entre les groupes dits rebelles, en tout cas les groupes irréguliers, et l'armée congolaise. En fait, des groupes irréguliers peuvent, selon certaines modalités, généralement à l'occasion d'accords de paix, intégrer l'armée régulière, où on leur attribue des grades plus ou moins élevés. Plus un ancien maquisard avait de combattants à ses côtés dans le maquis, plus le grade généralement qu'on va lui donner dans l'armée régulière est élevé. Fujo a fait ça. Il s'est rendu à un centre de brassage, ce qu'on appelle un centre de brassage mis en place par le gouvernement. Et en fait, à peu près 2 ans plus tard, il s'est enfui. Il est reparti avec quelques compagnons d'armes et il s'est réinstallé dans ces montagnes où je l'ai rencontré à l'époque. Et en fait, pourquoi il a fait ça ? Il m'a expliqué qu'il estimait que les Maïmaï étaient mal traités au sein de l'armée congolaise, et notamment on leur donnait des grades qui étaient symboliques. Donc par exemple, il était colonel, mais on leur donnait pas de fonction. Alors moi qui suis pas très très bonne connaisseuse de la chose militaire, j'ai découvert à cette époque-là donc la différence entre le grade et la fonction. Le grade, c'est par exemple donc être colonel, être général, et la fonction, c'est le poste le poste qu'on vous attribue. Et alors une bonne fonction pour ces combattants, c'est par exemple d'être affecté au niveau d'une région qui est à proximité de minerais, par exemple à proximité de lieux d'extraction des minerais. Et pourquoi la fonction de commandant de telle zone où il y a beaucoup de minerais est intéressante pour eux? C'est parce que bien entendu ils peuvent taxer. Ils peuvent taxer, et ce sont les principales sources de revenus de ces combattants. Par exemple, le père, pour vous donner la différence entre le truc symbolique d'être général et le truc très concret, enfin la rémunération très concrète du fait d'être un commandant affecté dans la bonne province, sur des questions très directement monétaires. Donc Mzee, qui est général que vous avez vu tout à l'heure, en tant que général dans l'armée congolaise, il gagne à peu près $80 par mois. Quelqu'un qui a une bonne fonction près d'un endroit où il peut taxer des creuseurs, où il peut taxer des commerçants, où il est dans un nœud d'échange commercial, il peut gagner environ $2000 par mois, par exemple. Et donc ce qu'a fait le gouvernement congolais avec beaucoup de ses membres de groupes irréguliers et d'anciens rebelles, c'est qu'il les a intégrés dans l'armée en disant maintenant vous allez laisser les armes, ça commence à bien faire. Mais ils leur ont essentiellement donné des grades, des choses symboliques. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques années, certains de ces combattants ont estimé que c'était une rétribution symbolique mais qui ne leur assurait pas la subsistance au quotidien. Et donc ils ont préféré retourner au maquis. Ça explique une grande partie de ces créations incessantes de groupes armés, de ces intégrations à l'armée régulière, et puis de ces désertions de l'armée régulière pour recréer de nouveaux groupes armés. C'est cette frustration-là. C'est ce qui me fait dire dans le livre qu'en fait, il y a toute une nouvelle génération de combattants qui ont pris les armes, donc non plus à cause d'une menace, par exemple, très directe sur leur sécurité comme au milieu des années 90, mais dans l'espoir, un jour, d'obtenir la bonne fonction. Alors je ne veux pas dire par là
qu'il y a une nouvelle génération de combattants qui serait extrêmement cynique, extrêmement rationnel, qui ferait ses calculs en disant bon voilà, si je vais au maquis pendant 3 ans, j'en ressors avec tel grade et puis une bonne fonction et ça m'assure tant de revenus par mois. C'est pas ce que je veux dire, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont conscience de formes de rétribution par l'État, par le jeu des accords de paix, de rétribution du fait d'être combattant pendant un certain nombre d'années, qu'ignoraient parfaitement leurs parents. Par exemple, Mzee Zabouloni, quand il s'engage en 96, il ne sait pas qu'il y aura des accords de paix quelques années plus tard qui lui permettront de convertir ses années passées au maquis en haute fonction ou en grade ou en rémunération sonnante et trébuchante. Donc cette deuxième génération, cette nouvelle génération qui est née en ayant connaissance de ces accords de paix et des possibles bénéfices à en tirer, elle a des motivations à entrer en guerre qui sont très différentes et ne doivent pas être analysées de la même manière. Et surtout, elle a un profil qui est souvent plus politique. Alors, c'est-à-dire que les groupes armés qui, à l'origine, étaient vraiment des patrouilles d'autodéfense au niveau local, très tournés vers comment on fait très concrètement pour se défendre en l'absence de police, en l'absence d'armées compétentes. Et petit à petit, et en particulier, moi j'ai l'impression depuis le milieu des années 2000, ils se sont dotés d'une vitrine politique qui n'existait pas forcément avant. Vitrine politique qui a comme fonction d'assurer le bon déroulement des négociations quand ils auront à négocier pour leur sortie du maquis, pour le moment où ils vont rendre les armes, qui auront pour fonction de négocier au mieux avec le gouvernement pour obtenir, encore une fois, les bonnes fonctions. Et ça a donné lieu à des profils qu'on voyait moins avant, et j'y reviendrai, de jeunes qui, par exemple, sont à la fois engagés par des ONG et représentants politiques de certains groupes armés, ou par des gens, parce qu'en fait le point commun à chaque fois c'est qu'ils sont plutôt assez diplômés par rapport à la moyenne de la population générale. Ça donne aussi par exemple lieu à des trajectoires étonnantes comme un avocat dont je raconte là un peu le parcours dans le livre, qui était un avocat très respectable et puis qui du jour au lendemain avec ses beaux costards, avec ses petits pins et tout, arrive et s'érige aussi en porte-parole d'un groupe Maïma qui a priori a peu à voir avec lui, mais il estime qu'il va pouvoir devenir un petit peu, se faire porte-parole, et puis si ça se passe bien, il pourra dire, c'était d'ailleurs un membre de la majorité présidentielle, donc il se dit si ça se passe bien, je pourrais dire au gouvernement, au président de la République, j'ai j'ai contribué à la paix, j'ai fait en sorte que ce groupe sorte du maquis, et si ça se passe mal, là c'est un petit peu qui tout double pour lui. Alors que recherchent-ils ces combattants ? J'y ai, je pense, partiellement répondu. Donc je pense que pour l'essentiel, ils recherchent leur sécurité, la sécurité de leurs biens, face à soit une menace réelle. Alors menace réelle, pour ceux ou celles qui ont passé du temps là-bas, je ne sais pas si vous avez déjà repéré sur les routes entre Uvira et Makobola, donc au sud, vraiment du sud Kivu, il y a des stèles assez régulièrement sur les bords de route. Et il y a notamment une stèle en mémoire de ce qu'ils ont juste écrit, je crois, Makobola, Bongwe, 1998. Et en fait, c'est un des quelques lieux de mémoire de massacres qui ont été commis en 98 par le RCD, donc financé depuis le Rwanda. C'était une opération durant laquelle il y a eu une attaque des Maï-Maï sur des combattants du RCD, il y a eu 2 combattants du RCD tués, et en représailles, le RCD, qui était un peu vu comme l'occupant à l'époque au niveau du Congo, a tué 800 personnes. Et ça, c'est pour vous dire, il y en a, des cas comme ça, il y en a plusieurs, mais c'est simplement pour rappeler que la menace à une époque était absolument réelle pour les gens et qu'ils avaient une raison extrêmement précise de prendre les armes. Et cette menace réelle, elle se transforme aussi un petit peu au fur et à mesure des années dans certains endroits en menace supposée. Et là, on revient à la question de la transhumance, c'est-à-dire que souvent, les combattants locaux du Sud Kivu, quand on leur dit mais écoutez, il n'y a plus de grands groupes qui opèrent maintenant sur votre territoire qui pourraient vous mettre en danger, il n'y a plus le RCD, il y a eu plus dernièrement cette rébellion qui s'appelait le M23, mais elle opérait surtout au nord Kivu, donc vous au sud vous étiez relativement protégés, et ils vous disent non mais en fait, les gens continuent de travailler en sous-main, ils vont nous réattaquer très bientôt, et la preuve, c'est notamment leur 5e colonne, c'est-à-dire les gens qu'ils envoient avec leurs vaches
qui vont nous voler nos terres. Parce qu'il y a toujours dans leur esprit, toujours, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai constaté chez certains combattants l'idée que la vache serait le symbole d'une communauté Tutsi qui serait historiquement un danger, une menace pour les autochtones déclarés comme tels à l'est du Congo. Et donc la transhumance qui a lieu tous les ans, elle est vécue très concrètement par certains agriculteurs comme le signe d'une invasion Tutsi qui se reprépare ou une manière un peu insidieuse de voler des terres. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'une menace réelle, très concrète sur les biens et les personnes pour que les gens continuent d'éprouver ce sentiment de danger. Donc la menace réelle ou supposée, la vengeance, le fait d'obtenir un métier ou un statut social, et puis bien sûr parmi ce qu'ils recherchent, l'enrichissement. Donc je vous ai parlé de ce que pouvait rapporter une bonne fonction. Ce qui est intéressant aussi, c'est de leur poser la question de ce qu'ils comptent faire avec l'argent qu'ils vont gagner. Parce que souvent on dit, par exemple dans la tribune que je vous ai lu tout à l'heure, on dit c'est des personnes cupides et tout. Mais je me suis longtemps demandé, oui bon c'est vrai, peut-être qu'ils cherchent à gagner beaucoup d'argent à travers le conflit, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après ? C'est pas le tout de vouloir de l'argent. Et quand on leur demande, en fait ils ont des prétentions d'un ordinaire assez confondant. La plupart expliquent qu'ils veulent pouvoir payer des études à leurs enfants. La plupart expliquent qu'ils veulent construire des maisons en briques, des belles maisons bien solides. Certains veulent peut-être une voiture au mieux plus tard. Bon, tout ça pas pour faire de l'angélisme et vous dire, voyez, ce sont des gens, ils ne font que vouloir le bien de leurs enfants dans le futur. Certains sans doute m'ont menti et avaient des prétentions de dominer le monde ou je sais pas quoi. Mais c'est quand même aussi une part de ce qu'il faut comprendre concernant ce conflit à l'Est, c'est que c'est le décalage entre les représentations en termes de violence aveugle et sauvage et l'ordinaire finalement assez frappant des prétentions de ces gens et des raisons pour lesquelles ils se sont mis au combat. Et alors peut-être un mot sur leur relation avec les civils pour terminer cette partie présentation. Alors, bon, la première chose, mais là encore ça va peut-être vous apparaître assez évident, c'est de toute façon la difficulté à distinguer civils et combattants à l'est du Congo. Moi j'y suis allée... Peut-être que le fait que j'étais très jeune à jouer, je sais pas, mais j'y suis allée avec en tête une idée assez nette sur je rencontrerai des civils à ce moment-là, plus tard j'essaierai de rencontrer des combattants. J'étais un peu désarçonnée quand des personnes que j'ai identifiées comme civiles me disaient je te laisse, cette nuit je vais faire une patrouille avec le groupe d'autodéfense du village. Alors du coup est-ce qu'il est combattant, on sait plus très bien. Quand des étudiants, pareil, pendant leurs vacances scolaires, vont rejoindre le groupe d'autodéfense du village. Et puis à l'inverse, quand des gens qu'on a d'abord identifiés comme des combattants et des chefs de guerre vous expliquent que ils peuvent pas passer trop de temps quand même parce qu'ils doivent terminer soit leurs études, soit ils sont eux-mêmes enseignants, soit même ils travaillent dans l'humanitaire. Donc ça c'est quelque chose de peut-être, je sais pas, ça se rencontre aussi dans beaucoup d'autres théâtres de conflit, mais c'est quand même bon à rappeler, c'est la difficulté à distinguer civils et combattants. Et je pense que de ce point de vue-là, on est peut-être... en tant que journaliste notamment, on a tendance à essayer de distinguer très très fermement civils et combattants. Et je me demande si le droit international humanitaire n'y est pas pour quelque chose, pour le fait qu'il y a des enjeux de droit très absolument essentiels sur le fait de savoir si les personnes sont civiles ou combattantes, pour savoir quel traitement on va leur réserver en matière de droit. Je me demande si c'est pas des questionnements qui sont à l'origine propres à un champ professionnel qu'on se réapproprie aussi en tant que journaliste ou qu'observateur et qu'on a du mal à essayer de dépasser, qu'on a du mal à se dire finalement j'en sais rien, je sais pas, peut-être cette personne combat à ses heures perdues, je sais pas où la classer, mais c'est peut-être pas si grave en fait si je peux raconter sa vie comme elle est. Ça, c'était une petite incise. En tout cas, pour la question des relations des personnes, on va dire, qui consacrent la plupart de leur temps au combat, avec des personnes qui consacrent la plupart de leur temps à autre chose, qu'on appellera civile, c'est une relation de protection ambivalente. C'est une relation donc qui, à mon avis, évolue au fur et à mesure des âges de vie d'un groupe armé. Le sentiment que moi j'ai, qui est peut-être pas
pas absolument, qui s'appliquera pas partout et en tout lieu, mais c'est que dans un premier temps, donc comme je l'ai expliqué, de manière assez simple, les gens prennent les armes à l'échelle de leur village, font des rondes pour défendre un territoire assez réduit. Et en fait, au fur et à mesure du temps, et donc dans un premier temps, ont des relations extrêmement bonnes avec les civils, puisqu'ils sont l'émanation des civils. Et puis au fur et à mesure, une dégradation de ces relations, au fur et à mesure de l'acquisition d'armes de plus en plus perfectionnées, qui rendent possible un vrai pouvoir de coercition sur les gens au sein du village. Au fur et à mesure de la nécessité, puisqu'on a des armes, il faut acheter des munitions. Donc il faut imposer des taxes de plus en plus importantes sur les commerces, sur la nourriture, sur tout ce qui transite dans le village. Donc le protecteur va devenir un petit peu racketteur, même si au début ce ne sera pas forcément clair. Au début ce sera donné spontanément par les familles comme une contribution à ce petit groupe de défense qui assure un rôle de police locale. Et puis au fur et à mesure, de manière un peu imperceptible, la contribution à l'effort de guerre et tout ça va être de plus en plus subie. Elle ne pourra pas être dite en tant que telle puisque les gens possèdent des armes et un pouvoir de coercition. Et puis après, le moment où aussi un autre moment clé, c'est celui où le groupe va essayer peut-être de s'étendre géographiquement, va avoir le sentiment que pour bien protéger à l'échelle du village, il faut avancer un petit peu sur sa ligne de défense, et donc va essayer de nouer des alliances avec des combattants de villages voisins. Et cette intégration de gens qui ne sont pas originaires de villages au groupe armé, donc le fait qu'il y ait des gens du village B qui vont venir aussi patrouiller pour la sécurité du village A, vont faire que la relation qui pouvait être une relation vraiment, souvent y compris d'ailleurs familiale, enfin les familles expliquent, le soir c'est mon frère ou c'est mon père qui vient assurer la sécurité, et au fur et à mesure des alliances nouées avec d'autres groupes plus éloignés géographiquement, il y aura des combattants qui seront moins familiers, plus étrangers et hors de la sphère familiale, qui vont être amenés à avoir des relations quotidiennes avec ces gens. Et là, il me semble que les exactions vont être plus rendues plus facilement possibles. Et puis enfin, au fur et à mesure de l'expansion géographique du groupe, ça veut dire que le groupe est protecteur, mais devient aussi la principale menace pour le village, puisqu'il peut être ciblé en tant que tel. S'il a lui-même commis une attaque sur un village voisin, il devient, c'est vraiment la définition du racket en fait. C'est quand on protège les gens de la menace qu'on a soi-même créée. Et ça, très nettement, c'est le cas de nombre de groupes. Et c'est à mon avis ce qui explique la naissance de nouvelles générations de groupes. Alors, on a longtemps parlé des groupes Mai Mai, qui sont ces groupes d'autodéfense qui sont renés au milieu des années 90. Depuis quelques années, on reparle des Raya Mutomboki, qui sont, en swahili ça veut dire citoyens en colère, qui sont en fait, à mon avis, l'effet de la déconnexion des groupes Mai Mai, qui étaient pourtant des groupes extrêmement locaux et extrêmement bien, avec de bonnes relations avec la population à leur début. La naissance de Raya Mutomboki, qui se sont prétendus encore plus locaux, encore plus défenseurs des populations que les Mai Mai, c'est le symbole de ce détachement progressif des civils. Pour le dire de manière un peu schématique, mais puisque c'était la question, leur relation avec les civils, voilà ce qu'on peut en dire, je pense. Merci. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Peut-être que j'en parle pas beaucoup justement parce que ma méthode était une méthode un peu errante et vagabonde et n'était pas non plus une méthode absolument très ferme, établie en tant que plan. Je pense que ma méthode c'était surtout de me donner le temps qu'il fallait, de pas m'astreindre à des objectifs irréalisables, d'aller rencontrer. Et c'est en ça que je pense que ça diffère avec les contraintes qui sont celles d'humanitaire. C'est que quand même, dans les 3 occasions sur lesquelles j'ai travaillé là-bas, j'avais une relative liberté quant aux endroits où je choisissais de me rendre ou non. Et notamment, je suis jamais allée dans le Grand Nord rencontrer les EDF Nalu parce que j'avais le sentiment que de toute façon, c'était pas possible, à moins de me mettre vraiment en danger. J'ai presque pas rencontré de combattants du M23, même si j'étais à l'époque où le M23 était assez fort, parce que je pense qu'ils m'auraient accueilli, mais ça supposait de traverser quand même des endroits où le front était un peu musclé, il y avait beaucoup d'artillerie, des choses qui physiquement étaient à mon avis problématiques.
Je pense pas que les ONG, que ça concorde avec les contraintes et ou les marges de manœuvre qu'ont des organisations humanitaires médicales d'urgence qui précisément ont besoin d'aller aux endroits où le front est peut-être le plus meurtrier ou génère le plus d'impératifs médicaux. Donc dans ce sens-là, peut-être déjà il y a un petit hiatus. Après, je pense que la question se pose aussi parce que MSF est dans une période de questionnement par rapport à qu'est-ce qu'on fait de ces impératifs de sécurité, de la bureaucratisation de la gestion de la sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que je pense effectivement avoir éprouvé un peu ces impératifs très pesants de la bureaucratie, de la bureaucratisation de la gestion de la sécurité quand j'étais sur place pour le compte de Life and Peace Institute. J'y étais en plus en tant que stagiaire, donc vraiment je pense qu'ils m'ont astreint au pire de ce que pouvait être le suivi et la protection. J'ai aussi éprouvé quand même à cette occasion-là les marges de manœuvre qu'avaient les gens qui étaient entourés de ce dispositif bureaucratique, et notamment j'ai ressenti assez fortement le fait que pour les gens du terrain, il y avait une manière de répondre aux attentes du siège en matière de sécurité qui se jouait un peu parfois sur des fils. Par exemple, j'ai eu le sentiment que parfois c'était nécessaire de produire un peu les signes de la bureaucratie. Par exemple, signer telle facture ou tel plan de voyage, mais que entre ce que disait le plan de voyage et ce qu'on allait effectivement faire sur place, c'était admis par tout le monde, qu'on se débrouillait un peu comme on voulait, que l'essentiel c'était en gros de produire la trace du fait qu'on avait un peu réfléchi à ce qu'on allait faire et que le siège serait très content, et qu'à l'inverse, mais qu'on faisait quand même ce qu'on voulait à peu près à la fin, et qu'à l'inverse, le siège demandait pas non plus des milliards de détails sur ce qui s'était effectivement passé. Donc j'ai éprouvé un petit peu ça chez LPI, et du coup j'ai effectivement ressenti une grande joie et une grande libération quand je n'ai plus eu à produire des plans de voyage ou des justificatifs. Ah oui, et une chose aussi qui vous paraîtra aussi... qui je pense vous est familière, mais c'est le fait d'éprouver comment les demandes de bureaucratie génèrent elles-mêmes de l'insécurité. Par exemple, on m'a dit assez rapidement, dans le code de procédure, c'est dit qu'une fois que tu arrives à tel endroit, tu sors ton téléphone satellite et tu nous fais un rapport chaque jour. Sauf qu'on m'a aussi dit, mais tu ne le feras pas, parce que si on te voit avec un téléphone satellite qui coûte très cher, on saura que tu es un peu riche et qu'on aura des bonnes raisons de te braquer ou de te kidnapper. Donc effectivement, tout ça, je pense, c'est des choses peut-être aussi banales dans votre quotidien, mais qui c'est toujours intéressant de rencontrer. Et donc une fois sorti de tout ça, oui, c'est une grande liberté. C'est la liberté d'aller vagabonder un petit peu dans les collines. Ma sécurité dans les moments où j'étais plus affiliée directement à une ONG, je l'ai assurée, et là ça rejoindra probablement le discours que vous avez dans votre dernier bouquin. Ma sécurité, je l'ai assurée uniquement. J'ai aucune je connais des chercheurs qui ont fait notamment une chercheuse qui a fait du Krav Maga, par exemple, avant d'aller au Congo. J'ai jamais eu à faire de Krav Maga. J'ai eu une connaissance très sommaire, voire très faible de l'armement, de comment ça se passe, de la balistique et tout ça. Par contre, j'ai passé énormément de temps à travailler sur des cartes et à déterminer précisément à tel endroit qui était là et comment je pouvais joindre le chef et comment m'assurer que le chef avait encore bien le pouvoir sur ses hommes dans cette zone-là à ce moment-là, et que donc l'assurance qu'il m'avait donnée que j'aurais pas de problème s'appliquerait jusqu'au bout. Donc oui, c'est peut-être de ce point de vue-là, le bouquin est plutôt un plaidoyer pour des choses, une non-spécialisation dans le secteur de la sécurité, mais une attention au contexte permanente. J'ai l'impression que ce qui m'a sécurisée, c'est d'avoir essayé de comprendre un petit peu à chaque instant comment on me percevait, ce qu'on comprenait de moi, de ma présence sur place. Enfin, d'essayer de me projeter sur, tiens, là, il me pose des questions insistantes sur tel ou tel aspect, peut-être qu'il est en train de penser que je suis enquêtrice de la CPI. Parce que pour moi, les plus grands dangers, à mon avis, étaient représentés soit par le fait qu'on considère que j'étais peut-être une enquêtrice d'une organisation de défense des droits de l'homme qui enquêtait sur des massacres passés, ou qui enquêtait sur les enfants soldats, les mineurs et tout ça. C'est aussi pour ça que je ne demandais pas avec insistance à voir des combattants très jeunes ou des choses comme ça. Donc ça, c'était un facteur d'insécurité. Et puis le fait qu'on
on ait le sentiment que potentiellement j'étais très riche ou j'étais appuyée par un gouvernement qui était très riche ou connu pour le versement de rançons très élevées. Et donc assurer ma sécurité au quotidien, c'était en permanence réexpliquer, voilà, non, je suis simplement étudiante ou je suis simplement chercheuse indépendante, c'est pas la peine d'attendre ceci ou cela. Essayer aussi de ne pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir sur oui, peut-être qu'à la fin je te donnerai un petit dédommagement, tout ça, quand je pouvais pas le faire. Parce que la source de frustration aussi, c'est un truc dont on s'est aperçu en faisant l'enquête de perception avec Christophe Pourritso, c'est que souvent ce qui avait généré des incidents de sécurité pour des humanitaires, c'était par exemple des staffs locaux qui étaient passés et qui, pour obtenir le passage, avaient dit oui, on reviendra, on vous laissera un peu d'essence, ou la prochaine fois qu'on passe, on vous laisse ceci ou cela, et où en fait c'était pas, bien sûr, c'était des promesses qui pouvaient pas être tenues et qui généraient de la frustration et du coup des incidents. Donc ouais, voilà ce que je peux dire sur ma méthode, si on peut parler d'une méthode en tant que telle. Je partais très naïvement avec des idées très arrêtées sur il y a les humanitaires et puis il y a les combattants, et puis j'ai un peu finalement commencé à découvrir cette question le jour où je fais une réunion avec une coalition de groupes armés du Sud Kivu qui s'appelle le MDLC, Mouvement de défense et de libération du Congo. Et puis je fais un petit tour de table, donc il y a tout le bureau politique qui est là, et puis partiellement des commandants, et puis je leur dis, dites-moi, racontez-moi, vous faites quoi dans le groupe armé, puis est-ce que vous avez d'autres activités à côté, votre métier, vos engagements à côté, et puis en fait 5 sur 6 quand même avaient un rôle politique ou militaire dans un groupe armé local. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Ça s'est manifesté. J'ai pas fait de recherche non plus très directement sur ce sujet. J'ai pas cherché à faire des grandes enquêtes pour savoir quel degré d'imbrication entre les deux milieux, mais ça s'est manifesté à d'autres moments de mes recherches. Quand à la fin d'un entretien avec un combattant, il vous donne un petit prospectus en disant si tu as l'occasion de donner un peu d'argent ou de trouver des bailleurs pour mon organisation, n'hésite pas. Je vais avoir quelques exemples. Voilà, ça, par exemple, c'est un mouvement politico-militaire du Sud Kivu, et puis au bout de... Donc ça, c'est son cahier des charges, les trucs standards de revendication. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai fréquenté ces gens en tant que mouvement de défense du peuple, et un jour, ils m'ont glissé ça. Et c'était donc la charte d'une association qui s'appelle AEDED, Agissons ensemble pour le développement durable, les statuts. Et puis ils m'ont dit pareil, si tu as l'occasion d'y jeter un œil pour qu'on améliore nos statuts, qu'on fasse quelque chose de plus convaincant pour les bailleurs, n'hésite pas. Et un dernier exemple, c'est... alors ça, c'est... une demande, je pense, je sais pas comment on appelle ça, mais d'enregistrement auprès du PNUD d'une association, dont, je pense que vous voyez pas très bien, mais je sais pas comment zoomer, mais dont le mandat ou la mission stipule notamment stabilisation, entre parenthèses, résolution pacifique des conflits, recherche de la paix, et puis également réfugiés et déplacés de guerre. Et en fait, le président de cette association, c'est quelqu'un qui s'appelle Boile Amakombo. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, c'est le commandant d'Eraya Mutomboki de Calais, qui est quelqu'un qui à l'époque avait pas mal d'influence. Et voilà, on me l'a glissé aussi comme ça en passant, en disant si tu veux faire quelque chose. Donc c'est comme ça que j'ai pris un peu la mesure de cette histoire-là. Et dernier exemple, sur le Nord Kivu, en allant au siège du général Janvier, de la PCLS, on me dit « Ah, mais tu vois, son commandant chargé de la logistique, c'est intéressant, il y a quelques années, il travaillait pour une grande ONG italienne dont l'acronyme se décompose en 4 lettres, commençant par A et terminant par I. » Et, bon, bref, donc ça m'a fait dire aussi que ça concerne... Ah si, je vois un regard interrogateur de Fabrice. Ça, c'est aussi sur le fait que quand même, j'ai eu des doutes pendant un moment, je me suis dit ça concerne peut-être que des associations plutôt de développement et plutôt très locales. Manifestement, la question de l'humanitaire d'urgence médicale se pose aussi. Après, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de décrire ça, mais pas forcément sur le mode de
les effets pervers de l'humanitaire ou les défaillances de l'humanitaire, mais de montrer un petit peu comment, en fait, c'est logique que l'aide génère ce genre de profil et ce genre d'imbrication, parce que en fait c'est la plupart de ces gens, notamment les représentants politiques de certains groupes armés, c'est des gens qui ont le plus étudié dans le village et qui parlent bien français. Et parler très bien français, c'est utile pour rédiger des demandes, enfin des documents de reporting, et c'est utile pour écrire un cahier des charges de revendication d'un groupe armé. C'est des compétences qui sont quand même assez rares dans les Kivu et qui sont spécifiquement utiles dans ces deux milieux-là. Je pense qu'il y a une notion d'anthropologie qui peut éclairer un peu les deux trucs. C'est la notion de courtier en développement qui est utilisée par les anthropologues pour parler notamment Jean-Pierre Olivier de Sardan, pour parler de ces gens qui, notamment dans le milieu du développement, font office de courtier, c'est-à-dire d'interface entre le village en quête, en recherche de projets de développement, et les bailleurs et l'extérieur et tout ça. Je pense que les compétences nécessitées par le fait d'être courtier en développement, il y a un petit peu les mêmes qui sont demandées quand on veut être courtier en coalition armée. Le sens d'une connaissance très aiguë de ce qui se passe au niveau du village, des besoins du village. Souvent, c'est des gens qui ont fait des études en développement rural, donc une connaissance très aiguë des besoins du village et tout ça, des compétences pour parler français, une certaine facilité de contact avec des étrangers. C'est autant de choses qui sont très très utiles pour être représentant politique d'un groupe armé. Voilà, je sais pas. Petite remarque là-dessus, c'est un phénomène assez courant au Libéria, notamment toutes les grandes factions politico-militaires avec toutes leurs ONG, pas simplement comme outil de captation de l'aide, mais aussi comme organe de redistribution auprès des populations qui contrôlaient. Notamment à Monrovia, les deux grandes ONG qui étaient qui sous-traitaient la distribution de nourriture pour le compte du PAM, étaient quant à elles affiliées aux partis politiques non armés. La structure même était composée par les anciens partis politiques qui n'avaient pas pris les armes. Donc cette porosité entre humanitaires, associations locales et groupes politico-militaires est assez fréquente finalement dans les deux guerres. Et je pense par rapport à ce que tu disais, tu parlais de ces combattants Maï-Maï qui attendaient une place au niveau de l'armée comme une fonction, pas simplement un grade honorifique. Je pense que parfois dans certains endroits c'est vraiment une fonction pour continuer d'intégrer notre organisation, parce qu'il y a un salaire qui est conséquent, il y a effectivement une reconnaissance, etc. Et de facto, on ne fait pas une enquête de moralité sur chaque personne qu'on recrute. On les recrute, ce sont des journaliers, effectivement, on va prendre comme ça de façon un peu large, ou alors ce sont des compétences techniques et autres, effectivement, d'écriture, capacité à connaître son environnement, etc. Donc voilà. Après, nous, on leur demande, une fois qu'ils sont au sein de notre organisation, certaines recul par rapport à ça, qu'on ne maîtrise pas. Ça, on n'a pas forcément toutes les informations. Oui, après, je pense que... ça rentre dans la secte MSF. Ce qui est certain, c'est que sur les premières guerres du Congo, il y avait un vrai c'était vraiment une nécessité, et d'ailleurs le gouvernement, Kinshasa a livré des armes aux Maï-Maï, parce que les groupes Maï-Maï sont nés en 80, sont repris de l'importance au Congo en 96-98, à un moment où Kabila venait de faire tomber Mobutu et il n'avait pas eu le temps de reconstruire une nouvelle armée digne de ce nom et de la redéployer, de la reformer dans tout le pays. Et donc en fait tout ce qu'il y avait à l'est pour protéger le territoire à l'est, c'était les groupes locaux qu'ils ont donc armés très massivement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt pour le gouvernement à laisser prospérer les groupes armés Il y a aujourd'hui, je pense, une utilisation, ça dépend bien évidemment des régions, mais sur le Nord Kivu, il y a toujours la problématique des FDLR qui changent, les accointances entre les uns et les autres, effectivement, évoluent. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grands groupes Maï-Maï qui sont clairement utilisés pour aller en première ligne par rapport à ces groupes FDLR et l'armée qui passe derrière. Et ça rejoint effectivement la même façon de fonctionner.
Et en 2013, c'est les gens de la PCLS du général Janvier qui ont donné l'assaut final contre le M23 qui avait pris Goma. Après, c'est dire qu'ils sont toujours le seul bouclier contre les FDLR, le M23, les invasions venues de l'Est, non, puisqu'il y a aussi des Mai Mai qui sont très violents, et les Raya Mutomboki notamment sont très violents par rapport aux FDLR, donc c'est un peu... ouais. Ce livre, A Feuille s'appelait, mais bon, heureusement, je crois que c'était un assez mauvais titre et mon éditeur m'a fait changer au dernier moment. A Feuille s'appelait La science de la boue, qui est un titre que moi j'aimais bien, qui était le titre d'un des chapitres, pour parler de la boue qu'on a collée aux pieds quand on est combattant à l'Est et qu'on a en fait à passer le plus clair de son temps à marcher dans la boue parce que les groupes armés ont aussi une histoire qui fait qu'ils sont souvent dans les montagnes où c'est plus facile de se cacher, où ils sont moins accessibles pour l'armée régulière. Et donc, pour le faire court, logistiquement, c'est un petit peu le seul recours de marcher à pied, au mieux à moto quand ils ont un peu de sous pour l'essence. Et donc, de fait, j'ai, pour la plupart des endroits où j'ai eu à me rendre, j'y allais à pied. Alors avec une petite exception que je signalais tout à l'heure, qui était mon premier séjour pour lequel j'y étais, et j'étais plus ou moins encadrée par LPI, cette ONG basée en Suède, où j'ai eu plutôt à me balader dans leur 4x4 et compagnie, mais pour tout le reste de mes terrains, oui, j'avais à circuler souvent, enfin après, sans rentrer dans le détail, mais souvent entre, je sais pas, admettons, Goma et le Massissi, et Nyabiondo dans Massissi, ou entre Bukavu et Uvira, c'est-à-dire sur les premières portions où les routes existent encore à peu près, on y va en 4x4 ou en moto, et puis ensuite, de toute façon, quand il faut aller plus loin, il faut marcher à pied. Et cette contrainte, finalement, j'ai essayé d'en faire quelque chose j'ai essayé d'en faire un apport pour le livre, parce que il y a une particularité aussi quand on veut rencontrer des combattants, c'est que souvent les chefs sont assez heureux de vous recevoir, mais ils sont très réticents à vous faire rencontrer des sans grade, des combattants un peu ordinaires, pour plusieurs raisons. Je pense toujours à cause de ces questions de soupçons d'être enquêtrice pour la CPI ou pour des organisations de droits de l'homme, qui font que si vous montrez un petit peu trop d'insistance à rencontrer des combattants ordinaires, vous allez être peut-être soupçonné de chercher, d'aller voir s'il y a des mineurs, s'il y a des gens qui ne devraient pas être là. Et du coup, pour rencontrer ces combattants ordinaires, la marche est quand même un exercice assez salutaire. Voilà, vous savez que vous avez 5 heures devant vous, et on tape la discute, quoi. Voilà. La guerre, comment je la définis? C'est une question qui se... Oui, non, mais ce qui est peut-être... C'est une question très large, mais peut-être la seule chose un petit peu que j'ai à dire là-dessus, c'est que je préfère parler de... Alors déjà, il faut s'efforcer, je pense, de mettre guerre au pluriel quand on parle de ce qui s'est passé depuis 1996, parce qu'encore une fois, c'est des logiques extrêmement différentes s'agissant de ce qu'on a appelé la première guerre au Congo, ou la deuxième, ou ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis à certains moments, j'ai aussi... utiliser la paraphrase, cette région qui n'a jamais connu la paix, parce que les Kivu, c'est tellement large que bien sûr il n'y a pas eu de feu nourri sur chaque village depuis 20 ans. Donc je préfère parler parfois de régions qui n'a pas connu la paix, dans le sens où la guerre est toujours là, un peu suspendue au-dessus des têtes des gens. Ils savent qu'elle peut revenir aussi à tout moment, même si elle n'est pas à son plus fort. C'est un peu la première question que je me suis posée avant d'aller les voir, c'est du coup quels intérêts ils auront à me parler. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup, en fait, au final, de combattants de groupes dits d'autodéfense, c'est que ils sont généralement fiers de raconter leur histoire parce qu'ils considèrent que c'est une histoire de résistance. La plupart se décrivent comme des résistants, alors des résistants patriotes dans le cas de certains Mai Mai, mais des résistants vis-à-vis de ce sur quoi on est revenu un peu tout à l'heure, de cette succession de groupes armés nés ou financés depuis le Rwanda et qui sont arrivés progressivement sur le territoire congolais. Donc la plupart sont fiers, la plupart sont assez conscients de l'image terrible qu'ils ont en Europe ou aux États-Unis. Et notamment, je raconte dans le bouquin comment
pas très longtemps avant de mourir, le Mzee qu'on a vu, qui est le vieil homme qu'on a vu en photo, m'a répété à plusieurs reprises bon, mais quand même, tu diras en Europe qu'on n'est pas que des bandits, qu'on n'est pas... En fait, je pense qu'ils ont quand même une certaine conscience du fait qu'ils sont prioritairement décrits comme des sauvages et ou des barbares en Europe, et ils tiennent à réfuter ça. Alors après, bien sûr, qu'est-ce qu'on en fait ? Il ne faut pas oublier de rappeler qu'ils ont fait ceci ou cela, qu'ils ont commis des exactions, mais expliquer qu'en tout cas pour eux, ça avait tel sens, il me semble que c'est un élément d'information quand même important et intéressant. Donc fiers, désireux de corriger un petit peu l'image qu'ils peuvent avoir. Je pense après, bien sûr, que certains étaient quand même intéressés, et même si je leur disais toujours j'ai rien à vous donner, ils espéraient qu'à la fin, peut-être en repartant ceci ou cela, mais bon, j'ai réussi à m'y tenir à peu près. Tu leur disais par exemple que tu faisais un livre sur tel et tel sujet Oui, bah alors pour le... Tu allais en faire après, quoi. Oui, alors pour quand la recherche sur la transhumance, je citais LPI, ils voyaient à peu près... Puis en plus, la transhumance, c'est quand même pas un sujet qui a été hyper documenté, mais pourtant il est essentiel pour les gens que j'allais rencontrer, donc ils étaient quand même très contents de me parler de leurs problèmes avec la transhumance, éventuellement en espérant que les autorités provinciales allaient pouvoir faire des choses, et notamment mettre en place des circuits de transhumance. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils me répondaient aussi. Et ensuite, sur les deux autres recherches, oui, je parlais plutôt d'un livre, même si je n'ai pas ce livre-là en tête, mais je parlais plutôt d'un livre pour parler du mémoire universitaire que ça allait donner au final, parce que c'était ce qu'il y avait de plus... Enfin voilà, la plupart ne voyaient pas forcément ce que c'était un mémoire universitaire, et donc le truc générique de faire un livre, il me semblait que c'était la manière la plus juste d'expliquer ce que j'allais faire de ce travail-là, à savoir un truc un peu long, en leur donnant beaucoup la parole, en essayant de parler de l'histoire du Congo, et où il n'y avait pas d'intérêt aussi pécunier, lucratif pour moi, parce que c'est aussi une source parfois de méfiance, de dire ah mais même vis-à-vis des photos par exemple, ah mais tu nous prends en photo, tu vas les revendre en fait en carte postale partout dans le monde. Alors, cette rumeur-là, je sais pas d'où elle vient, c'est intéressant souvent d'essayer de pister l'origine des rumeurs, mais peut-être qu'il y a quelqu'un un jour qui a pris des photos et qui a vendu des photos de gens, je sais pas. Donc voilà, oui, je parlais d'un bouquin. Et s'agissant de la recherche pour INSO, pareil, j'ai essayé de mettre l'accent sur ce qu'ils pouvaient peut-être espérer en termes d'amélioration de leurs conditions, mais qui n'était pas lié à moi directement. Je leur disais, si on comprend comment vous interagissez avec les humanitaires et comment les humanitaires travaillent dans la zone que vous contrôlez, ce sera peut-être une occasion pour eux de corriger le tir si jamais il y a eu des dysfonctionnements. Enfin, voilà. Mais à chaque fois, c'était des choses qui me semblaient être à peu près honnêtes, mais qui ne nécessitaient pas que je leur donne dans l'immédiat quelque chose. Voilà. Dans l'enquête de perception, et c'est peut-être un défaut de l'enquête, c'est qu'on n'avait quand même pas une... INSO faisait ça pour les humanitaires, et on n'avait pas non plus des milliards de questions pour comprendre à quel degré ils distinguaient casque bleu des ONG, donc c'était peut-être un des défauts, mais une première chose sur cette étude, ce qui était quand même assez frappant, on avait fait des questions aux groupes armés pour savoir comment ils percevaient les humanitaires, mais on avait fait aussi des questionnaires envoyés à tous les chefs de mission et à une ou deux personnes à chaque fois de chaque ONG pour savoir ce qu'ils percevaient, ce qu'ils comprenaient des groupes armés. Et je dois dire que beaucoup de chefs de groupes armés avaient une connaissance plus précise et plus fine de qui étaient les ONG, pourquoi ils étaient là, ce qu'ils faisaient, que certains chefs de mission de qui étaient les groupes armés présents sur place et pourquoi ils se battaient. Ça, c'est une petite parenthèse. Après... Il y avait des combattants, c'est certain, qui comprenaient pas très bien qui étaient les humanitaires, pourquoi ils étaient là, et qui du coup les mélangeaient avec les casques bleus. Pour la grande majorité, je pense qu'ils comprenaient quelle était la différence. Quelle était la différence aussi, parce que quand même la MONUSCO, je pense que c'est pas forcément comparable au cas afghan. Enfin, il y a quelque chose de singulier à la MONUSCO qui quand même met déjà suffisamment de préoccupations avec qu'est-ce qu'elle fait de son mandat offensif ou non pour se lancer dans des grands projets humanitaires. Enfin, déjà, ils ont beaucoup de mal à gérer leur présence militaire sur place, donc à mon avis, ils n'ont pas autant d'efforts que peut-être dans d'autres endroits du monde à essayer de conquérir en même temps les cœurs. Que dire sinon là-dessus Ouais, non, j'ai pas... C'est compliqué. Après, l'enquête, elle date de 2013 aussi.
La situation a un peu évolué, entre-temps la MONUSCO a eu son mandat offensif, la brigade d'intervention, est-ce que ça a changé les choses? Après, ce qui est certain, c'est que les quelques cas où ça a représenté des incidents graves pour les humanitaires, c'était des moments où on pensait que certaines ONG transportaient des armes, enfin finançaient en sous-main, et notamment l'assassinat 2012 peut-être, qu'on pense perpétré par les Maïmaï Yakutumba qui avaient tué 7 humanitaires d'une ONG internationale, c'était parce qu'ils pensaient que ces gens transportaient des armes et étaient là en sous-main pour aider les projets d'invasion Tutsi. Donc oui, ça existait. Et ce que dit aussi ce cas-là du sud Kivu, de cet incident-là, c'est que quand ça arrive, c'est vraisemblablement pas des ordres ou des soupçons de collusion au plus haut niveau, mais des initiatives isolées de lieutenants qui pensent bien faire et qui ensuite sont couverts a posteriori par les commandants. Dans cette histoire-là de Yakutumba, les enquêtes les plus récentes ont l'air de dire que c'était un de ces sous-fifres et que Yakutumba n'a jamais démenti parce qu'il voulait pas avoir l'air de ne pas maîtriser la situation à ce moment-là, mais lui, de ce que je connais de lui, voit très bien la différence entre des casques bleus et des ONG. Après. Je vais peut-être commencer par les ressources parce que c'est plus facile. Non, c'est sûr que... Mais d'ailleurs, cette tribune, c'est vraiment un cas rare où les gens établissent un lien de causalité aussi net entre les ressources et la guerre. Le Kivu aurait tout pour vivre heureux, mais hélas pour lui, son sous-sol regorge de matières premières. Et oui, c'est un peu l'idée qui a été entretenue, c'est que le déclencheur du conflit serait la richesse en sous-sol. Beaucoup de Congolais parlent de cette malédiction des ressources qui serait la source de la guerre. Moi, ce que j'essaie de dire dans le livre, mais c'est pas très original, je pense qu'il y a pas mal de chercheurs qui l'ont établi, c'est que la question des ressources ne semble pas avoir été le déclencheur de cette guerre en premier lieu, qui a en fait des ressorts politiques, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment sur les secousses suite au génocide des Tutsis au Rwanda. En revanche, ce qui est certain, c'est que ces ressources, elles sont un facteur de perpétuation du conflit, notamment parce que quand on exploite, quand on est un groupe armé qui a le contrôle sur une zone où il y a de l'exploitation minière et que donc on peut toucher de l'argent et des taxes, on a des liquidités, ce qui est quelque chose de très rare, ce qui est difficile à acquérir pour les groupes armés qui, sur les questions de se nourrir et tout ça, peuvent tout à fait cultiver eux-mêmes. Les FDLR le font énormément, ils sont presque en autonomie alimentaire dans certains endroits. En revanche, les liquidités, ils en ont besoin pour deux choses principales, pour acheter des munitions et des armes, et pour acheter des recharges de crédits téléphoniques, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est un sacré poste budgétaire quand on est un groupe armé aussi, surtout des endroits où ça capte très mal, il faut acheter en plus des unités de Motorola ou de Touraya, ce qui coûte très cher. Et donc pour avoir ces liquidités, le plus facile et le plus rapide, c'est revendre des minerais, de l'or, ce que vous voulez. Donc ça, oui, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu, même si j'ai pas non plus fait des enquêtes qui ont duré des mois sur les ressources. Et je pense que ce qui va être intéressant de suivre maintenant, c'est les effets du Dodd-Frank Act, qui est en fait cette loi qui est passée aux États-Unis, qui oblige, parce qu'à la suite des grandes campagnes sur les minerais de sang, il y a eu beaucoup de campagnes médiatiques pour expliquer que les minerais étaient un des problèmes au Congo, et qu'en achetant un téléphone portable, un ordinateur, on achetait aussi les minerais rares qu'il y avait à l'intérieur, qui étaient exploités au Congo, et donc on finançait indirectement les groupes armés. Et donc à la suite de ces grandes campagnes, il y a une loi qui est passée aux États-Unis qui oblige les entreprises du CAC 40 à se fournir en minerais, et notamment en coltan et en minerais rares, hors de zone de conflit, qui leur interdit d'acheter en gros des minerais au Congo. C'est passé il y a pas très longtemps, il y a quelques années, mais il y a toute une génération de chercheurs dont fait partie Christophe, dont on a parlé, Christophe Vogel, qui en fait travaillent, font des enquêtes très sérieuses qui ont identifié différents sites d'exploitation et qui travaillent sur les effets de cette loi. Et ce qu'on voit partiellement pour le moment, c'est que ça n'a pas forcément contribué à affaiblir les groupes armés. En tout cas, c'est pas le principal effet, mais ça a contribué
à mettre au chômage des creuseurs traditionnels, qui, même s'ils n'étaient pas forcément liés à des groupes armés, de toute façon ont perdu leur travail, puisque les entreprises du CAC 40 ne sont pas allées faire dans le détail et n'ont pas dit tiens, ce minerai-là, on peut l'acheter, il est pas en zone de guerre. Ils se sont massivement retirés du Congo. Et donc ces creuseurs qui se sont retrouvés au chômage, et ben, parfois, effet boomerang, ils sont partis dans les rangs de groupes armés, parce que c'était un des seuls boulots qui leur restait possiblement. Donc je pense que ces recherches-là, elles vont être intéressantes à suivre. Je pense que c'est des thèses qui vont peut-être être publiées dans 3-4 ans et qui pourront éclairer de manière peut-être plus fine la question des minerais de sang. Sur le viol comme arme de guerre, le chapitre que j'y consacre, il a un statut un peu particulier dans le livre, parce que c'est pas un sujet sur lequel j'ai fait d'enquête réellement, moi. Enfin, en tout cas, j'ai pas parlé beaucoup de la question des viols avec les combattants, essentiellement pour des questions de sécurité, encore une fois. Je pense que ça aurait été laisser penser que j'enquêtais spécifiquement là-dessus, et ça aurait pu me poser des problèmes. Donc j'en parle en essayant en fait de plus ou moins faire la synthèse de travaux menés par d'autres spécifiquement sur cette question. Mais j'ai quand même voulu mettre ce chapitre en me disant que j'avais écrit une première version du livre où il n'y avait pas de chapitre sur les violences sexuelles, et je me suis dit oui, mais les gens aussi, en France, ils ont entendu parler du Congo, soit à cause des minerais, soit à cause du viol, donc ils ne vont pas comprendre qu'il y a un livre sur le Congo qui n'en parle pas. Donc je vais en parler, mais en essayant de mettre un peu à distance, en tout cas en reprenant des recherches faites par d'autres qui interrogent cette notion de viol comme arme de guerre. Alors, j'aurais pu reprendre un très bon post paru sur le blog Issu de Secours il y a quelques années, tenu par Olivier Falin, qui reprenait notamment les travaux de Véronique Moufflet. Mais en fait, qui est une anthropologue, qui a expliqué pourquoi cette notion de viol comme arme de guerre était problématique. Mais il se trouve qu'il y a eu quand même d'autres recherches qui sont arrivées à leur terme entre-temps et qui vont dans le même sens. Donc il y a notamment un rapport qui s'appelle Fonds de commerce par 2 chercheuses, je crois qu'elles doivent être hollandaises. Qui elle se penche notamment sur le problème du décompte des cas de viol, et qui pointe quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas été énormément soulevé, qui est la question des chiffres gonflés par les doublons. C'est-à-dire que dans les recensions de femmes victimes de violences sexuelles, chaque ONG établit à peu près sa liste de victimes et donc de bénéficiaires. Et en fait, la manière dont, les quelques chiffres globaux sur les viols sont des compilations faites notamment, je pense, par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, mais la plupart des ONG ne donnent pas les listes avec les noms, si bien qu'on ne peut pas expurger des doublons. Parce qu'il y a forcément des femmes qui ont bénéficié de plusieurs programmes à la fois. Et donc, d'après elles, certaines ONG ne donnent pas les noms parce que, voilà, pour des questions de garder ces bénéficiaires, entre guillemets, et ça cause des problèmes quand même pour faire un diagnostic un peu en termes de chiffres sur la question des violences sexuelles. Et plus directement sur est-ce que parler de viol comme arme de guerre, tout ça, c'est pertinent. Moi, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que, Denis Mukwege notamment et un certain nombre d'ONG humanitaires font un travail remarquable, qu'en revanche il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à la très grande médiatisation de cette question des violences sexuelles. Il y a pour le coup ce qu'on peut appeler à mon avis des effets pervers, notamment sur le fait que visiblement il y a quand même on est passé en 10 ans à peu près sur le Sud Kivu d'une dizaine d'ONG qui travaillaient vraiment sur les violences sexuelles à environ 300. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est pas que des spécialistes mondiaux ont afflué massivement vers l'Est pour créer ces ONG, c'est qu'il y en a qui se sont reconvertis, qui étaient avant sur d'autres questions. Par exemple, les enfants soldats, qui étaient parfois très compétentes sur d'autres questions et qui ont estimé que la meilleure manière quand même de gagner les cœurs et le portefeuille des bailleurs, c'était de se dire elles-mêmes aussi spécialisées sur les violences sexuelles. Donc on a quand même une multiplication du nombre d'ONG qui ne sont pas forcément toutes aussi compétentes les unes que les autres. Et donc le fait de décrire ça, c'est la dernière chose, comme viol, comme arme de guerre, pose aussi des questions propres qui sont
d'abord en fait, la justesse de la qualification, parce que les quelques études qui ont été menées, et là je pense à un rapport de Maria Eriksson-Baz et Maria Stern pour l'agence de coopération suédoise qui ont interrogé 226 membres des forces armées congolaises sur le viol. Et en fait, ce qu'elles écrivent, c'est que viol comme arme de guerre, ça pose un problème parce que du peu condensé, les viols sont commis en grande partie par des gens qui ne sont pas des militaires, comme ailleurs, hein, au sein du foyer, que quand ils sont commis par des militaires, ça n'est pas toujours dans les endroits où le conflit est au plus fort, parfois c'est dans des régions qui sont presque revenues à la paix, et elle souligne le problème du fait que d'écrire ça comme une arme de guerre, c'est laisser penser que quand la guerre sera terminée, eh ben, ce sera un problème terminé aussi, ce qui vraisemblablement sera pas le cas, donc voilà, je sais pas si... Après, je vous invite aussi et surtout à lire ces rapports, hein, qui sont bien faits et qui sont nourris quand même de... C'est assez rare d'avoir 220 entretiens avec des soldats congolais qui parlent très directement du viol, de la question de l'intentionnalité ou non. Ils soulignent en fait tous, aucun des soldats qu'elles ont interrogés ne parle d'instruction. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est... quand on dit comme arme de guerre, généralement, je pense que pour le grand public, on entend un ordre donné, enfin quelque chose comme ça. Et ça, alors peut-être qu'ils ont menti, mais je pense que 226 personnes qui montent, ça nécessite une sacrée coordination. Aucun ne parle d'instruction et parle plutôt voilà, du climat d'impunité qui a rendu possible le fait de ne pas être affiné. Et une dernière chose, c'est qu'elles ont étudié aussi très en détail Dorothea Hilhorst, donc les deux chercheuses dont je parlais avant, ont étudié très en détail des comptes rendus de procès de violeurs qui ont été, d'auteurs supposés de viol qui ont été menés, qui se sont tenus au nord et sud Kivu, et elle tire un peu la sonnette d'alarme concernant la manière dont ces procès sont menés. On a eu beaucoup de financement sur des tribunaux un peu de campagne qui iraient permettre la tenue de procès d'auteurs de violences sexuelles et de viols, voilà, y compris dans les coins les plus reculés. Elles alertent sur le fait qu'elles ont accédé à des archives et sur le fait que généralement les dossiers sont très faibles, que probablement beaucoup d'avocats et de magistrats se sont dit qu'il fallait faire des choses pour l'exemple, et voilà, mais avec des dossiers assez faibles, et elles se disent que peut-être dans quelques années, quand on les rouvrira, ce serait dommage que pour quelques cas où il y a eu des erreurs du jugement, toutes les femmes victimes de violences sexuelles soient mises à l'index et qu'on leur dise vous voyez, vous avez vous aussi déclaré que vous l'aviez été, mais c'était pas le cas, et que tant d'années de travail pour que le viol ne soit plus un tabou et qu'on puisse en parler, et qu'on puisse en parler des sévices, tombe à l'eau de cette manière-là. Merci. Merci. Donc, si vous avez plus de questions ou de commentaires, il ne me reste plus qu'à remercier Justine et puis à vous conseiller vraiment de lire ce bouquin-là. Parce que c'est très proche des gens, et puis ça raconte... c'est un moyen de raconter la guerre, alors cette guerre-là en particulier, mais la guerre en général, d'une manière avec laquelle on n'a finalement pas tant l'habitude que ça, en dépassant un peu les récits tout faits dont on a l'habitude. Voilà, en tout cas, merci Justine, merci de l'invitation d'être là, et je vous invite à poursuivre la discussion autour de petit apéro léger qui se tiendra dans la salle à côté. Merci. Merci à toi.